quand le mal de dos s'avère être une spondylarthrite, signe, évolution, symptômes. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Guylaine Schmitt, vous êtes patiente experte au sein de l'association France Spondylarthrite. En duplex, Nathalie de Paris, vous êtes directrice de l'association francophone pour vaincre la douleur. En duplex également avec moi le docteur Laurent Grange. Vous êtes rhumatologue à Grenoble-Alpes et vous êtes président de l'association de patients AFLAR. AFLAR, ça veut dire Association française de lutte anti-rhumatismale. Et aussi avec moi sur le plateau, Nathalie Robert, vous êtes patiente experte et vous êtes notre témoin aujourd'hui. Alors Nathalie, d'abord je vous remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui vous avez maintenu votre visite et visiblement ça ne va pas bien aujourd'hui. Hein. Non, en effet, je suis en poussée donc j'ai très mal à mes sacroiliacs. Voilà, mais on vous remercie quand même d'être venu, d'être resté. Je vous voyais souffrir dans le fauteuil, dans la salle d'attente. Là, j'avais mal pour vous. Alors vous avez 56 ans, vous souffrez de spondylarthrite depuis l'âge de 22 ans. Mais sauf que vous ne le saviez pas. Tout à fait. Alors c'est quoi votre parcours? J'ai accouché de mon fils. 6 mois après, j'ai commencé à avoir d'énormes douleurs sciatiques, tendinites aux épaules, enfin bon. Je suis allée voir un rhumato. Le rhumato m'a dit c'est rien. Vous faites des sciatiques déjà, premièrement, parce que vous avez fait une péridurale. La péridurale a mal été faite. Okay. Tendinite de l'épaule, c'est parce que vous prenez toujours votre bébé du même côté. Donc, changez de côté. Donc, j'ai commencé à avoir des infiltrations de cortisone. Et puis, ça a duré dans le temps. J'ai été arrêtée plusieurs mois. J'ai été plâtrée. J'ai eu un lombosta, enfin c'est ce qu'on appelle un plâtre, donc du bas du sacrum jusqu'à la poitrine. J'ai eu un corset et je continuais à faire des sciatiques sur sciatiques à répétition, des tendinites aux épaules, aux coudes, aux poignets, aux tendons d'Achille. Et heureusement, comme malheureusement, il y a 6 ans de ça, donc j'ai souffert pendant 28 ans. Oui, en fait, ça vous a pourri la vie. Oui, j'ai changé 3 fois de métier. On peut le dire comme ça. Tout à fait, j'ai changé 3 fois de métier. Et à 50 ans, un matin, je me suis levée, impossible de marcher. J'ai voulu prendre rendez-vous chez mon rhumato en urgence et on m'a dit, non, il est décédé. Donc j'ai dit, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Je suis allée voir un autre médecin qui, lui, c'est simple, avec ce que je lui ai donné comme diagnostic, il m'a dit, on va faire une IRM des sacroiliacs et une prise de sang. Je fais l'IRM des sacroiliacs, je ressors et je vois indiqué dessus sacroiléite, enfin inflammation, inflammatoire. Je dis tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire la prise de sang, c'est une recherche bien spécifique, hein, on fait la recherche du HLA-B27. Je fais cette prise de sang et là je ressors avec un HLA-B27 positif. Donc je me dis tiens, qu'est-ce que c'est? Une maladie que je ne connais pas. Je retourne voir mon médecin et là mon médecin me dit voilà, le diagnostic tombe, vous êtes atteinte d'une spondylarthrite ankylosante. Donc ce qui veut dire que j'ai perdu 28 ans de ma vie. Ouais, c'est-à-dire que pendant 28 ans vous avez souffert, vous n'avez pas su ce que vous aviez et un médecin qui a fait le bon diagnostic en une consultation a mis le doigt sur votre maladie. Il a mis le doigt parce que déjà je suis porteuse du gène, donc c'est beaucoup plus facile quand on a le gène. Parce que quand on n'a pas le gène, c'est des années d'errance de diagnostic. Moi, j'avais le gène et en plus, j'avais toutes les sacroiliacs qui étaient soudées. Donc, ça a été facile de porter un diagnostic. Avec 28 ans de retard, quand même. Hein, donc, Docteur Laurent Grange, ces retards diagnostiques, c'est fréquent? Oui, c'est extrêmement fréquent. Puisque dans les spondyloarthrites, on a jusqu'à 5 à 7 ans de retard de diagnostic. Donc, une maladie méconnue, en fait. Hein. C'est-à-dire quand on vous a annoncé ça, vous ne saviez pas forcément ce que c'était. C'est une maladie invalidante qui vous empêche de travailler Oui. De toute manière, à partir de ce moment-là, j'ai été mise en longue maladie pendant 3 ans, à la suite en invalidité, mais ça, entre guillemets, ça a gâché ma vie, parce que pendant 28 ans, j'avais des douleurs. Mon époux disait
tu es encore malade, tu as encore des douleurs. Oui, c'est une maladie pas forcément bien acceptée par les proches. Vous passez un peu pour une doudouille, hein, on dit oh, celle-là est toujours, tout à fait, toujours, tout à fait. toujours à se plaindre de quelque chose, c'est ça? C'est ça, le matin vous vous levez, vous mettez 1h30 pour pouvoir vous déverrouiller, vous êtes ankylosé, vous longez les murs. Moi je marchais entre guillemets comme une mémé. J'avais l'impression que mon corps avait 90 ans. Et le jour où on m'a diagnostiqué cette maladie, bon déjà j'ai eu un coup de massue parce que je me suis dit c'est quoi cette pathologie? Et c'est la perte de temps. Vous saviez ce que vous avez. Oui, mais oui, je savais ce que j'avais, mais quand je savais les traitements lourds que ça pouvait ensuite, que j'allais avoir jusqu'à la fin de ma vie, ça m'a foutu quand même un sacré coup derrière la casquette. Ouais, c'est ça, la casquette. Aujourd'hui, comment ça va? Faut se déverrouiller. Enfin, aujourd'hui, en l'occurrence, ça va pas très bien. Aujourd'hui, je suis comme la majorité des personnes, sous immunosuppresseur et biothérapie. Le docteur Grange expliquera. Aujourd'hui, en effet, je suis en poussée. Donc, j'ai très très mal au sacro-iliaque. J'attends de voir la consultation avec mon professeur pour voir si on change, parce que c'est le problème des traitements à long cours comme on a. Arrivé à un moment, les traitements ne fonctionnent plus, donc il faut les switcher, voilà, il faut les changer. Et puis, mais oui, aujourd'hui, je suis très algique. Docteur Laurent Grange, alors on voit bien qu'il y a eu ce retard diagnostique, donc on voit bien qu'il y a peut-être un tas de notions qui ne sont pas forcément claires pour les gens, y compris parfois pour certains généralistes. Alors on va faire un peu le ménage dans un certain nombre de mots et vous allez nous expliquer, vous allez faire la part des choses. Si je vous dis arthrite, arthrose, polyarthrite, spondyarthrite, comment on s'y retrouve dans tout ça? Déjà, ça me parle, moi, rhumatologue. Ouais. Donc, les rhumatismes d'abord. Les rhumatismes, donc, d'abord, ça désigne l'ensemble des maladies de l'appareil locomoteur. Ça vient du grec rhuma, qui veut dire les humeurs, parce qu'à l'époque du temps des Grecs, on pensait que toutes les humeurs venaient de la tête et s'accumulaient dans les articulations. Donc, ça concerne aussi bien les maladies des articulations, des os, des tendons, des muscles. Arthrite, ça veut dire que c'est une maladie inflammatoire de l'articulation, qui peut être aiguë ou chronique et qui peut avoir plusieurs origines, aussi bien infectieuses, auto-immunitaires ou inflammatoires, comme la polyarthrite par exemple, ou microcristallines, qui sont des dépôts de cristaux, comme la goutte ou la chondrocalcinose. Polyarthrite, il faut dire qu'il y a plus de 3 articulations touchées. On parle de monoarthrite s'il n'y en a qu'une et d'oligos s'il y en a moins de 3. Et enfin, les ou les spondyloarthrites, peut-être qu'on en parlera dans quelques secondes. Eh bien justement, on en parle. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors la spondyloarthrite, c'est une maladie inflammatoire chronique du rachis, du dos, qui va toucher donc aussi bien toute la colonne au niveau du dos, mais aussi bien le sternum, les sacroiliacs, les fameux sacroiliacs dont souffre notre patiente témoin, et également les hanches. Elle s'intègre dans une plus grande groupe de maladies qu'on appelle les spondyloarthrites, qu'il n'y a pas qu'une spondyloarthrite, il y a des spondyloarthrites, qui ont un point commun, qui est une inflammation d'une zone très particulière du corps qui s'appelle l'anthèse, qui est l'insertion du ligament, des tendons, des os au niveau de l'os. Alors, les symptômes, quels sont les symptômes qui doivent éveiller le doute chez les patients pour leur éviter de traîner 20 ans et plus? Alors, les symptômes, c'est le mal de dos. Alors, le mal de dos, c'est le mal du siècle. Tout le monde a mal au dos. Et par contre, c'est un mal de dos qui est très particulier. C'est un mal de dos qui va réveiller la nuit, avec une réveil à vers 2-3 heures du matin, et surtout une raideur, dérouillage matinal, qui va durer plus de 45 minutes, 1 heure, 2 heures, voire toute la journée. Cette raideur matinale vraiment caractéristique va toucher donc le dos, mais va toucher également dans certaines formes de spondyloarthrite la périphérie, c'est-à-dire les poignets, les genoux, le talon, toutes les zones où il y a de l'anthèse. Les examens qui signent la maladie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? On va vous faire c'est l'imagerie, c'est des analyses, c'est quoi?
Alors, le diagnostic se fait sur un faisceau d'arguments qui sont à la fois à l'interrogatoire. On va voir si c'est une maladie inflammatoire, quelle articulation sont touchées. Ensuite, il va y avoir de la biologie pour voir s'il y a de l'inflammation ou pas dans le sang. Or, dans la spondylarthrite, il n'y a pas toujours d'inflammation dans le sang, d'où les erreurs, les errances de diagnostic. Et puis ensuite, on va chercher le fameux HLA-B27, peut-être qu'on en reparlera, s'il est présent ou pas. Et puis, on va faire de l'imagerie, c'est-à-dire des radiographies standards, du dos, des sacroiliacs, qui peuvent parfois déjà montrer des lésions. Et si c'est normal, on peut passer à l'IRM, qui permet de voir de l'inflammation qui peut être située à la fois au niveau sacroiliac et au niveau du dos. Ce fameux HLA-B27, alors d'abord, qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il est toujours présent ou pas? Alors, le HLA-B27, c'est une partie de la carte d'identité génétique. Il est associé à la spondylarthrite ankylosante dans plus de 80 à 90% des cas. Ce qui veut dire que dans 10% des cas, on a une vraie spondyloarthrite, mais on n'est pas HLA-B27. Et autre élément important, c'est que dans la population générale, le HLA-B27 est présent dans 7 à 8%. Or, on sait que les spondyloarthrites, c'est 0,35% à peu près. C'est un des premiers rhumatismes inflammatoires. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on est HLA-B27 qu'on va faire un jour la maladie. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas HLA-B27 qu'on ne va pas faire la maladie. D'où la difficulté pour le diagnostic. Est-ce qu'on guérit aujourd'hui la maladie ou est-ce qu'on s'attaque simplement aux symptômes de la maladie? Alors, on ne guérit pas la maladie, mais par contre, on peut tout à fait mettre en rémission la maladie grâce à une prise en charge très codifiée, très acceptée par tout le monde, qui consiste à la fois à des traitements de la douleur, si la maladie fait mal, des traitements de fond qui peuvent être des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et si ça ne suffit pas, pour les formes axiales dures, on va passer directement aux biomédicaments, qui peuvent être de différents types. On ne rentrera peut-être pas dans le détail si vous souhaitez. Et puis, pour les formes périphériques, on passera par des médicaments intermédiaires qui sont ce qu'on appelle des traitements de fond chimiques, les DMARDs, qui peuvent être de la salazopyrine, du méthotrexate, qui vont essayer de contrôler. Et si on n'y arrive pas, on passe aux biomédicaments. Est-ce qu'il y a une population privilégiée, une population à risque et est-ce qu'on sait pourquoi arrive cette maladie? Alors, cette maladie, elle est complexe. La population à risque, entre guillemets, même s'il n'y a pas véritablement de population, c'est plutôt les sujets jeunes. Il y a autant d'hommes que de femmes touchés. Je l'ai dit, c'est 0,35% de la population, qui est un des rhumatismes les plus fréquents. Alors, l'origine est complexe. Le système immunitaire, qui normalement est là pour défendre contre les bactéries et les virus, eh bien, se dérègle. Et au lieu d'attaquer les virus et les bactéries, va attaquer cette fameuse anthèse, insertion du tendon sur l'os, qui va s'enflammer. Alors, pourquoi ça se dérègle? On a différentes hypothèses. Une des hypothèses, c'est que lorsque les cellules du système immunitaire englobent et détruisent la bactérie, au lieu que les morceaux de bactéries disparaissent, ils persistent et ils activent ce système immunitaire. Une autre hypothèse, c'est qu'il y a un lien avec le HLA-B27, on en a parlé. Autre hypothèse, il y a des formes dites environnementales, des facteurs environnementaux, tels que le tabac. On sait que le tabac favorise l'apparition de la maladie et pour les spondyloarthrites qui fument, entraîne des maladies plus actives. Également le microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qu'on a dans le tube digestif et peut-être que certains types de formes de microbiote pourraient favoriser l'apparition de la maladie. Et des facteurs psychologiques, enfin, tout stress, décès, divorce, etc., peuvent être un des facteurs qui déclenchent la maladie. On voit bien que c'est une maladie qui est multifactorielle. Voilà, une maladie multifactorielle. Je crois qu'on a fait un point assez précis et complet de la maladie. On va regarder maintenant, on va s'attacher à la manière dont on vit la maladie. Et les associations jouent un rôle important. Guylaine Schmitt, vous êtes patiente experte au sein de l'AFS, c'est l'association France Spondylarthrite. Alors, c'est quoi le rôle de cette association ? Alors, je suis patiente experte et malade aussi. Et malade. Et malade. Alors, nous voulons que les patients deviennent acteurs de leur pathologie. C'est très important. On n'est plus dans le chemin où on écoute le médecin. Non, on n'est plus patient. On est actif. Voilà, on devient très actif et Alors, acteur. vous êtes active experte. Voilà.
de sa pathologie. Notamment, un bon exemple, pour sa consultation, on attend nos consultations chez les rhumatologues tous les 3 mois. Il dure 15 minutes. Sur les 15 minutes, on a chronométré qu'on a 3 minutes de parole. Donc, on leur donne une trame pour qu'ils préparent leur consultation et que tout se déroule et que quand ils sortent, ils disent « on a tout fait les points ». C'est très important. Guylaine, je vais faire très attention au temps de parole que je vous donne, parce que maintenant je sais que vous me chronométrez. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre sa maladie pour mieux la vivre. Exactement, vous avez résumé. Il faut la comprendre et il faut en faire une amie, il faut vivre avec. Voilà. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'assurer, d'amener un soutien psychologique à ces gens qui rentrent dans la maladie, les écouter, c'est ça? C'est ce que vous faites au sein de l'association? Et voilà, les écouter, les aiguiller. Administrativement, c'est très difficile. Nous sommes dans un pays, heureusement, extrêmement généreux au niveau médical. Donc, nous avons toute une batterie et nous les guidons vers toutes ces batteries médicales à faire. Alors malgré tout, c'est une maladie, on en a parlé tout à l'heure, avec Nathalie, c'est une maladie méconnue, incomprise de l'entourage, des proches, mal acceptée des employeurs. C'est une maladie invisible, l'employeur ne comprend absolument pas. On peut être très bien, Nathalie peut être très bien pendant 1 heure et au bout d'1 heure, elle peut s'écrouler parce qu'elle aura là une poussée. Donc elle est très fatiguée. Donc c'est une menteuse. On les appelait avant les feignants parce qu'ils étaient en arrêt maladie constamment. Tout ceci maintenant, on accompagne le patient en sachant qu'il est pris à 100% par la sécurité sociale. Donc on l'accompagne beaucoup aussi dans les démarches administratives. Oui, ça c'est important, les démarches administratives, oui. Parce que c'est lourd, les démarches. C'est très lourd, ils sont perdus. Oui, et c'est lourd. Alors, le jour où on n'est pas en forme, je suppose, comme aujourd'hui, là, vous n'êtes pas très en forme, en plus, avoir à faire des démarches administratives, ça c'est rébarbatif. Parfois, on ne les fait pas. Si, on les fait quand même. Si, on n'a pas le choix, on est obligé de les faire, ou sinon on n'est pas payé à la fin du mois, ou... Si, on est obligé de les faire. Enfin, mais justement, on fait appel à l'association, c'est justement aux associations. Est-ce que le rôle aussi de l'association, c'est d'être en contact avec les médecins, les chercheurs, pour qu'eux aussi ils aient une meilleure compréhension de la maladie, et pas simplement une compréhension clinique, mais une compréhension peut-être plus humaine Ils ont une compréhension du malade, mais ce n'est pas le malade, c'est la personne en globalité qu'on leur fait remonter. Vous voyez, comme pour la consultation, ils ont pris en compte que si pendant 5 fois de suite elle refuse des invitations le soir, Nathalie, psychologiquement elle ne va pas aller bien. Mais il faut qu'elle en parle au rhumatologue. Parce que psychologiquement elle ne va pas bien, la maladie va prendre de la place. Voilà. Donc on fait remonter tout ça avec le professionnel de santé en disant mais là c'est la personne globale qu'il faut prendre, ce n'est pas que la maladie. Et donc, dans ce fameux guide, où vous dites « j'ai 3 minutes pour parler dans une consultation », dans ce fameux guide, c'est quoi? C'est une grille où vous attirez l'attention du patient sur tous ces points et vous lui dites « surtout, il ne faut pas oublier de parler de ça », c'est ça? Voilà, type « ah, je ne prends plus tel médicament parce qu'il me donne mal au cœur, mais je l'ai dit une fois à mon rhumatologue, il m'a dit « ça va passer, mais je ne le prends plus, je ne veux plus lui dire ». Et dans la trame, on lui dit « tu le coches, cette trame, et tu lui donnes. Tu lui laisses la trame et il verra que tu prends plus ce médicament. Donc, il reviendra vers toi pour te poser la question. Et cette trame, je suppose qu'elle est accessible sur votre site. Voilà. Alors, on rappelle le site, allez-y. Hop, on rappelle le site, c'est important. Donc, www.association France Spondyloarthrite. Et voilà, et cette maladie, elle fait mal, on souffre. Et Nathalie de Paris, vous êtes directrice de l'AFVD, c'est l'association francophone pour vaincre la douleur. Et comme Guylaine, votre association est aux côtés des patients et des aidants aussi. On n'a pas parlé des aidants, mais enfin, je suppose que c'est pas toujours facile non plus. Et vous vous focalisez plus particulièrement sur la douleur, Nathalie. Oui, effectivement, l'association francophone s'intéresse beaucoup à la douleur, puisque c'est la douleur qui amène les patients à consulter. C'est le premier symptôme qui amène un patient à aller voir son médecin. Donc nous, l'idée, c'est d'aider les patients à comprendre pourquoi ils ont mal, quelle est l'origine de cette douleur, c'est-à-dire est-ce que c'est une douleur inflammatoire ou une douleur neuropathique. Donc voilà, on est là un peu pour les accompagner. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Guylaine parce qu'on fait à peu près les mêmes choses. On est là pour informer. Vis-à-vis du rôle des médecins, nous, souvent, on retraduit ce qui se dit. Parce que souvent, les médecins ont un jargon qui n'est pas accessible à tous. Donc l'association a pour mission première de
de traduire les choses en langage patient. Est-ce que la douleur, elle est, on a beaucoup travaillé sur la douleur, mais est-ce que malgré tout, elle est suffisamment prise en compte aujourd'hui, Nathalie? Alors, la douleur, ça dépend beaucoup des équipes qui vous prennent en charge. Je sais qu'on voit souvent des patients qui ont mal été pris en charge pour par exemple, des douleurs post-op et ces douleurs se sont chronicisées. C'est-à-dire que ces douleurs se sont installées, elles ont trouvé leur chemin neurologique pour rester. Et donc ça, c'est très dommageable pour le patient. Mais ça dépend des équipes. Aujourd'hui, je dirais qu'en 20 ans, on a progressé quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les deux patientes expertes? On a progressé sur la douleur? Moi, je trouve pas. Vous ne trouvez pas? Non. Non. Non, parce que c'est facile, on a mal, donc on appelle le médecin et tout de suite, il donne morphine, Acupant, enfin il donne des médicaments qui sont assez forts. Après, oui, vous pouvez aller voir un centre antidouleur, on va vous proposer de l'hypnose, on va vous proposer de la sophrologie, on va vous proposer plein de choses, mais... Mais à la fin, vous avez mal? Oui, non? Et moi, tous les gens qui sont autour de moi ont toujours mal. Après, il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des... ça monte, ça descend, c'est... Guylaine, cette douleur persistante, chronique, c'est ça qui est fatigant à la longue. C'est le côté chronique, non? Voilà, c'est le chronique et fatigant. C'est-à-dire qu'on se lève épuisé et on dort épuisé. On s'endort épuisé. Oui, mais on vit avec. Le cerveau apprend à vivre avec. Mais et on ne voit pas la fin. Et on ne voit pas la fin. Et on ne voit pas la fin. Vous le ressentez, ça, Nathalie, avec les gens qui adhèrent à votre association? Oui, évidemment, on a des patients qui sont psychiquement épuisés. Donc, on a beau leur dire qu'effectivement, les CETD existent, qu'il faut s'adresser et qu'il faut aussi, comme le disait Guylaine, être acteur de sa prise en charge de la douleur. Voilà, on ne peut pas y arriver. Je comprends bien ce que dit Nathalie quand elle dit, oui, il y a des médicaments et on a toujours mal. Alors, il n'y a pas de solution miracle, sinon on le saurait. Alors, c'est un peu tout, c'est la bonne prise de médicaments, c'est la relation que l'on a avec son médecin. Voilà, une relation de franchise. Si par exemple, vous ne prenez pas tel ou tel médicament, il faut le dire. Et puis, il y a aussi effectivement tout ce qui est connexe, c'est-à-dire la relaxation, la sophro, l'éducation thérapeutique qui est très importante, parce qu'on entend par l'empowerment du patient. Il y a tout ça, et mis bout à bout, et ben quand même, on arrive à à diminuer cette peur. Laurent Grange, vous l'entendez, cette souffrance, vous l'entendez, cette douleur? Ah, tout à fait. On essaye de la contrecarrer. Il faut savoir que dans les spondylarthrites, heureusement, dans la très grande majorité des cas, on arrive à contrôler totalement le rhumatisme, sans douleur, alors la fatigue, c'est un peu plus compliqué, notamment en utilisant, parce qu'il n'y a pas que des médicaments, il y a aussi la kinésithérapie et l'activité physique. L'activité physique est fondamentale pour pouvoir mieux contrôler le rhumatisme, l'activité physique adaptée, mais parfois, effectivement, dans certains cas, la douleur est très difficile à contrôler et donc il faut être à l'écoute. Et avec beaucoup de rhumatologues maintenant qui se forment à l'éducation thérapeutique, on est à l'écoute du patient et on n'est plus le médecin au-dessus du patient, ça c'est fini en 2021. Laurent Grange, on arrive bientôt au terme de cette émission. En une minute, les espoirs, les pistes de recherche, est-ce qu'il y en a? Ben oui, il y en a. Il y a des nouveaux médicaments qui vont arriver, des médicaments en comprimé qu'on appelle des anti-JAK par exemple. Et puis une autre bonne perspective, c'est essayer de donner le bon médicament au bon patient. C'est-à-dire, c'est le principe de la médecine personnalisée. On aura dans les mois ou années à venir des arbres décisionnels qui permettront de dire, en fonction d'un profil patient, d'un profil par une prise de sang, eh bien, peut-être que ce médicament sera plus efficace, marchera mieux que tel autre en première intention. Donc, on va pouvoir hiérarchiser les médicaments. Et donc ça, à mon avis, c'est une piste très importante. On fait vite le diagnostic et on traite directement avec le bon médicament qui va être efficace dessus. Est-ce que, une dernière question très très brève, est-ce que plus le diagnostic est précoce et mieux la maladie sera prise en charge, moins elle sera évolutive, moins elle sera douloureuse?
Alors, il faut savoir que ce n'est pas l'intensité de la raideur, l'intensité de la douleur qui va faire la gravité de ce rhumatisme. Par contre, plus on prend de retard, plus ce sont des années d'errance, de médicaments non efficaces, de souffrance, de douleur, de fatigue. Donc oui, il faut traiter de plus en plus tôt. Il faut diagnostiquer le plus rapidement possible pour pouvoir traiter le plus en plus tôt. Mes petites patientes, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste 1 minute. Un mot de conclusion à chacune. Ben moi, je voulais dire que voilà, je suis atteinte de spondylarthrite, mais la vie est belle puisque je suis là aujourd'hui malgré les douleurs. Il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras et qui vivra pourra. Moi, je remercie le professeur Laurent Grange parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant en tant que patient. Oui, on fait main commune avec nos soignants. C'est main dans la main et c'est pas le médecin en haut et le patient en bas. C'est main dans la main et on s'écoute. Voilà, vous avez bien compris, hein, docteur. Hein. Restez à votre place. Voilà, je vous remercie tous. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie. Nathalie, donc vous êtes patiente experte, la pêche, hein. On lâche rien. Je vous remercie Guylaine aussi, vous êtes également patiente experte au sein de l'association France Spondylarthrite. Nathalie de Paris, la douleur, c'est très très important et merci d'avoir attiré notre attention là-dessus. Laurent Grange, vous nous avez dit qu'il y avait des espoirs, bientôt de nouveaux traitements vont arriver et ça nous donne la pêche aussi. Merci les filles, merci particulièrement à vous, hein, parce que je sais qu'aujourd'hui vous souffrez. Merci d'être venus sur le plateau et d'avoir témoigné. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.